Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un nouveau Bonjour d'Algérie qui va s'intéresser d'abord à la gynécologie puisque à Constantine se tiendra le week-end prochain un congrès international organisé par l'EHS de Sidi Mabrouk. Le professeur Sabrina Adlossef viendra nous en parler. Ensuite, nous parlerons d'un hommage particulier. Alors, une grande figure de la presse nationale, c'est le journaliste de la radio qui a lu le communiqué de l'indépendance algérienne le 5 juillet 1962. L'hommage lui a été rendu il y a 24 heures et c'était à la bibliothèque Moustapha Nattor, il y avait beaucoup de monde. On aura un reportage mais aussi sa fille qui viendra nous parler de son papa, de ce qu'il lui a communiqué comme valeur, surtout journalistique parce qu'elle est toujours journaliste. Ensuite, nous parlerons de cinéma, mais cinéma révolutionnaire avec un moyen métrage qui a eu, c'est une ingénieuse idée. Hein. D'abord, c'est une chanson que tout le monde connaît, d'ailleurs on l'écoutera à l'occasion, c'est Tayara Safra. Mais raconté en film. Là, c'est l'ingénieuse idée qu'a eue Hajar Sabat, qui est la réalisatrice de ce moyen, enfin, je veux dire, pas court, pas long, mais moyen métrage, qui a été diffusé hier soir à la Cinémathèque Nasser de Constantine. Et il y aura le président du club cinéphile, Yaoulounis. Tous les deux viendront nous parler de cette première diffusion à Constantine. Il y en aura une autre le 29. Eh bien, j'espère que vous serez au rendez-vous parce que c'était un beau film à voir. Voilà, c'est le programme. Mais nous allons aller sans transition aucune directement pour parler de gynécologie obstétrique. C'est ça, si je ne me trompe pas, professeur Marhaba Bik d'abord. Merci d'être là. Merci, Monsieur Belkhaïdia. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, je vais vous lancer dans le bain directement. D'abord, vous êtes médecin-chef à l'EHS Sidi Mabrouk. Nous, on appelle ça la maternité. C'est ça, je ne me trompe pas? Oui. Alors, votre spécialité, c'est bien sûr la gynéco. Et là, vous allez tenir un congrès international le week-end prochain. Alors, international, pourquoi? Oui, international parce qu'on a des orateurs de plusieurs pays, de la Tunisie, de l'Égypte, et bien sûr avec de grosses pointures nationales. Nationales, bien sûr. Alors, je sais qu'il y aura beaucoup de monde, vous avez mis les moyens, vous avez... Alors, habituellement, ce n'est pas les EHS qui organisent ce genre de congrès. Oui. C'est le premier congrès qu'on organise, le premier congrès international de l'EHS Sidi Mabrouk. On n'est pas une association, une société. Non, on est juste le groupe de médecins de l'EHS Sidi Mabrouk. Et comment vous est venue l'idée d'organiser ce séminaire, ce congrès international? Oui, la formation médicale continue est une chose primordiale pour la bonne prise en charge des malades et aussi pour les médecins. Donc, c'est une formation continue, c'est un échange d'expérience. Alors, quel thème vous avez choisi pour ces 2 jours? Parce que ça va se dérouler le vendredi, samedi. Le 23 et 24 février. Très bien. On a choisi 3 thèmes. La PMA, la procréation médicalement assistée. On va parler de couple infertile, de problèmes de la fertilité. D'accord. Ça sera pour le 23. La journée du 24, on va parler d'oncologie. On va parler de cancer du sein essentiellement. On va parler aussi de cancer de l'ovaire. Alors, les thèmes abordés ont une relation avec votre spécialité, mais la PMA, la procréation médicale assistée, c'est ça? C'est quand même devenu un sujet assez courant. C'est que maintenant, vous assistez énormément les couples à avoir des enfants. Pourquoi est-ce que ça devient de plus en plus difficile Bon, la particularité de notre EHS, c'est qu'on est le deuxième EHS à niveau national, public,
qui a une unité de PMA. Oui, parce que généralement, c'est dans le privé, dans les cliniques privées, ou même, il y a une trentaine d'années, les gens se déplaçaient ailleurs pour faire ça, mais maintenant, vous le faites. Oui. Donc, il y a le CHU Parnay et il y a le HS Sidi Mbrouk. C'est particulier, vous êtes toutes les deux, seulement deux unités publiques en Algérie. Bon, c'est déjà le premier mérite. Et comment vous faites? Parce que on va dire que c'est une opération assez coûteuse. Oui. Alors, comment se fait la prise en charge? Comment vous accueillez les malades? Actuellement, comme le service est très petit, on ne fait que l'insémination intra-utérine. C'est un procédé assez simple. Avec l'extension qui sera inaugurée, Inch'Allah, très prochainement, on va procéder à des interventions plus compliquées, la fécondation in vitro, l'injection intracytoplasmique de sperme. Et vous avez toute la technique, vous maîtrisez, comment vous faites? Parce que je m'interroge parce que c'est une première à Constantine. Pour l'insémination, on l'a fait depuis très longtemps. On reçoit des couples de plus de 48 layas. Ah, quand même. Oui, qui viennent faire l'insémination gratuitement. Et j'insiste que c'est gratuit parce que complètement gratuit. Bien sûr, vous êtes un établissement public, hospitalier public, EHS, c'est consacré. Mais le problème, c'est qu'actuellement, pour les cas difficiles, on ne peut pas proposer des solutions efficaces à ces cas-là. Donc, on attend l'inauguration de l'extension pour pallier à ce problème. Alors, moi qui croyais que vous n'étiez qu'un service de maternité, là, on fait de l'obstétrique, mais pas que. On dispose du service de PMA, on traite toutes les pathologies de la femme, de l'adolescence jusqu'à la ménopause. Donc toutes les pathologies bénignes, toutes les pathologies malignes, la grossesse, les pathologies en dehors de la grossesse et aussi la fertilité du couple. Et vous faites le suivi des naissances du début jusqu'à la fin. Bien sûr. On est une équipe multidisciplinaire, gynécologue, médecin animateur, pédiatre et médecin embryologiste dans le cadre de la PMA. D'accord, ça devient de plus en plus intéressant. Alors, mais dites-moi, pourquoi vous avez choisi le cancer du sein comme thème que vous allez aborder dans le congrès, alors que ce n'est pas votre spécialité? Le sein, c'est une spécialité de gynéco. D'accord. Parce qu'en général, nous, on reçoit, quand on parle du cancer du sein, c'est surtout le mois d'octobre rose qui est dédié à la sensibilisation, et on reçoit en général les oncologues. Oui, la prise en charge du cancer du sein spécialement et en médecine en général doit être multidisciplinaire. Ça apporte une vision plus globale de la pathologie. Donc le cancer du sein, c'est le médecin gynécologue, c'est le chirurgien, c'est l'oncologue, c'est lui qui fait le suivi. Très bien. Alors, les autres thèmes, parce que je sais que vous êtes à la recherche d'échanges d'expériences, puisque vous appelez vos confrères et vos collègues de Tunisie et d'Égypte qui viendront. Le but recherché, c'est quoi exactement? Le frottement entre les différentes spécialités. On cherche l'expérience des autres parce que c'est toujours bénéfique. On apprend toujours. Bien sûr, on apprend à tout âge et surtout quand il y a... Alors, bien sûr, on profite de l'occasion pour parler de votre spécialité qui est la gynécologie, mais ce qu'on regrette, c'est que, comme on parlait en off, c'est qu'il y a beaucoup trop de césariennes dans les maternités, dans les accouchements. Et là, on va dire que c'est un peu récurrent, c'est trop peut-être. Oui. Un des sujets qu'on va aborder dans le congrès, ça sera l'épidémie de césarienne. Ça renvoie une épidémie de césarienne partout dans le monde et l'Algérie ne fait pas l'exception. Il y a beaucoup de raisons. Chez nous, il y a surtout le côté médico-légal. La spécialité de gynéco est une spécialité où on a beaucoup de problèmes avec la loi. Donc, ça pousse les gens à aller un peu vers la césarienne. Il y a aussi la facilité de la césarienne par rapport au stress de l'accouchement, par rapport au gynécologue et au risque aussi. Parce qu'il y a un grand risque, mais bon, depuis la nuit des temps, il y a des gens qui sont nés sans qu'il y ait la césarienne. Mais on est arrivé au point à
une conviction que cette augmentation du taux de césarienne n'a amélioré en rien le pronostic fœtal. C'est-à-dire on a toujours presque les mêmes complications pour la maman et pour le bébé. Donc cette augmentation de césarienne n'est pas vraiment justifiée, au contraire. Au contraire, on assiste actuellement à beaucoup de complications émergentes qu'on ne connaissait pas avant. On va parler dans notre congrès de l'ismocèle. L'ismocèle, c'est un problème, c'est une mauvaise cicatrisation de la césarienne. Donc plus on fait de césarienne, plus la cicatrice de césarienne va être de mauvaise qualité. La patiente va souffrir de symptômes gynécologiques tels des saignements. Ça peut être une cause d'infertilité, de douleurs chroniques. Aussi, cette ismocèle, elle peut être pourvoyeuse dans les grossesses ultérieures de grossesse sur cicatrice. On va aborder ce sujet parce qu'on voit beaucoup trop de grossesses sur cicatrice actuellement, chose qu'on voyait presque pas il y a une dizaine d'années. On voyait presque pas de grossesse sur cicatrice. Cette grossesse sur cicatrice est très dangereuse parce que la patiente peut avoir des complications très graves, même vitales. Et aussi, pas seulement la grossesse sur cicatrice, mais aussi le placenta accreta. Le placenta accreta, c'est quoi? C'est quoi exactement? J'allais te poser la question, parce que on n'est pas spécialiste. Le placenta accreta, c'est une adhésion anormale du placenta au niveau de l'utérus à cause de cette césarienne. Donc le placenta va s'enfoncer dans la paroi du myomètre. Et c'est comme un cancer, c'est très grave. Au moment de l'accouchement, si le diagnostic n'est pas fait, si la patiente accouche par voie basse, elle va presque à coup sûr décéder. On insiste. Un risque de mortalité, là, c'est très grave. Un risque de mortalité très élevé de par le monde. Oui, pas seulement, on va dire que c'est pas spécifique à l'Algérie, c'est des conséquences mondiales. Donc ce placenta accreta, on doit le diagnostiquer avant l'accouchement et pendant la césarienne. Il y a beaucoup de techniques pour l'éviter. Parce qu'on peut pas, c'est un accouchement qui n'est pas normal. Qui n'est pas normal. Généralement, ça se termine par une hystérectomie. Donc, on est obligé d'enlever cet utérus. Sinon, on aura une hémorragie grave qui peut être mortelle. C'est une autre complication. Là, ça devient de plus en plus compliqué, on va dire. Puisque, mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres complications? Vous avez cité 2, 3, mais d'autres complications de cette pandémie de la césarienne. Oui, on sait que plus on fait de césarienne, plus on va en faire. Donc, ça ne va pas du tout se terminer. Si la patiente a subi une césarienne lors de son premier accouchement, on sait que ça diminue sa chance d'accoucher par voie basse lors de du prochain accouchement. Donc, ça ne va pas du tout finir. Et c'est pour ça qu'on doit mettre fin à cette épidémie. C'est un mal qui n'est pas du tout nécessaire Alors, on va dire que c'est un mal qui est évitable, qu'on peut éviter aisément. Alors, quel conseil on donne soit au médecin, soit à la maman, pour justement éviter? La préparation des mamans à l'accouchement est nécessaire, parce qu'une femme qui tombe enceinte et qui ne sait pas du tout c'est quoi l'accouchement, qui n'a aucune idée sur c'est quoi une contraction utérine, quand elle se retrouve en salle d'accouchement, elle sera affolée. Et surtout les premières fois, puisque c'est une découverte. Donc, je pense que le plus gros du travail, c'est la première fois. La première fois qu'une maman met un enfant au monde, là, c'est très compliqué pour vous. Et ça commence dès le début. Donc maintenant, on insiste sur la préparation à l'accouchement. D'ailleurs, dans notre congrès, on a un atelier qui s'intitule Préparation à l'accouchement. C'est très important. Ça, c'est du côté de la patiente. Pour l'équipe médicale, la formation est plus que primordiale parce que, à force de faire des césariennes, on a oublié l'accouchement.
Oui, donc il faut revenir vers la base qui est l'accouchement par voie basse, l'art de faire accoucher une patiente. Et là, le rôle est peut-être pour les sages-femmes beaucoup plus que pour les gynécologues. Pour les deux. Les deux. Mais c'est un Les deux. travail qui Oui, va oui. de pair Oui, parce que oui. même les sages-femmes ont un grand Bien rôle sûr. dans l'accompagnement. C'est elles Bien qui sûr, prennent en c'est charge. elles qui prennent en charge les patientes. Voilà. Oui. Et là, bon, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour justement convaincre les médecins de ne pas trop aller rapidement vers la césarienne? Bon, la dépénalisation de l'acte médical est nécessaire parce que le médecin fait beaucoup de césariennes parce qu'il a peur des poursuites judiciaires. Il vaut mieux avoir une cicatrice qu'un décès. Voilà, Oui. Mais aussi, on doit revenir vers les bases. On doit former les jeunes médecins à la pratique de l'accouchement. Et c'est une affaire médicale ou parce que j'allais dire, la césarienne est seulement une décision prise par le médecin ou est-ce que c'est en concertation avec le patient? Non. Enfin, la patiente. Non, dans le secteur public, la césarienne est faite sur indication médicale. D'accord. Oui. Et là, c'est vraiment quand il n'y a plus de solution. Oui. Mais malheureusement, il y en a beaucoup. Oui. Voilà. Parce que normalement, selon l'OMS, le taux optimal de césarienne est de 15%. Alors par exemple, chez nous à l'EHS, on est à 40%. Donc, oui, plus de 2 fois, plus oui, 2 dans fois et d'autres demi. cliniques, ils sont à plus de 80% dans le secteur privé. Donc, il y a un gros travail à faire. Il y a un gros travail de sensibilisation, je Oui. pense. Et là, votre présence sur ce plateau rentre dans ce cadre de la sensibilisation et de la médiatisation de cette pandémie. On n'en a pas... sincèrement, on n'en prend pas conscience. Hein. C'est vrai. On ne sait pas que c'est une pandémie, que c'est quelque chose de grave, parce que à la limite, les femmes prennent ça pour un soulagement. Oui. Alors que non. Oui. Alors quand elles reviennent, lors des accouchements ultérieurs, elles prennent vraiment conscience que c'est à cause de la césarienne qu'elles ont des complications, qu'elles ont cette ismocèle, qu'elles saignent, qu'elles peuvent qu'elles risquent leur vie si elles ont un placenta accrétant. D'accord. Alors qu'il suffit d'accompagner la maman dès le début. Oui. Voilà, et puis on oublie même qu'il y a des séances de sport, de marche, de conseils, mais quel genre de conseils on peut donner justement aux jeunes mamans? Oui, justement, il y a des sages-femmes qui sont spécialisées dans ça, dans la préparation à l'accouchement, préparation psychologique, préparation du périnée, et justement, on a un atelier dans notre congrès qui parle de ça. C'est ça, pour accompagner la maman du début jusqu'à la fin. Et après, le post-naissance, il y a le fameux baby blues. Oui. Vous avez des psychologues qui prennent en charge les mamans? Oui, bien sûr. On dispose de 3 psychologues qui prennent en charge les patientes, surtout en post-partum. Oui, là, c'est autre chose. Ça devient un travail psychologique, beaucoup plus que médical. Oui. Mais alors, quels sont les autres thèmes que vous allez aborder aussi également? Quel genre d'ateliers vous allez avoir? On a des ateliers d'échographie. Des ateliers de colposcopie, donc c'est toutes les pathologies qui intéressent le col de l'utérus et cet atelier de préparation à l'accouchement. Notre congrès, il est en cible les médecins spécialistes en gynécologie obstétrique, mais aussi les médecins embryologistes, les biologistes qui vous accompagnent dans la procréation. Donc, il y aura des oncologues, des chirurgiens aussi. Donc, on est dans un congrès pluridisciplinaire. Vous avez invité beaucoup de monde? Beaucoup de monde. J'espère que vous allez voir, parce que vous avez choisi la salle Ahmed Bey qui contient 3000 places. Bon, donc vous avez choisi d'inviter beaucoup de monde, je pense. Pour le moment, on a un minimum de 400 personnes. Il faut dire que 400 personnes pour un congrès médical, c'est très important. Oui. C'est beaucoup de gens. Oui, voilà, parce qu'il y a... entre organisateurs, invités, communicants et tout. Très bien. Donc ça va se dérouler. Est-ce que le public peut venir, le public, je veux dire les gens
Ou c'est spécialisé pour justement les gynécologues Oui, c'est un petit peu c'est un peu délicat. Si je vais pas comprendre grand-chose. Mais c'est un petit peu spécialisé. C'est un peu spécial, mais bon. Oui. Eh ben, j'espère que vous allez avoir, enfin, vous allez atteindre des objectifs tracés qui sont bien sûr échanger les expériences, apprendre, continuer la formation de vos médecins qui sont sur le terrain. Autre chose, vous prenez en charge aussi les premières naissances, les bébés, parce que vous avez sûrement un petit coin pédiatrique Oui, pour là. oui, Voilà. oui. On dispose d'une unité de néonatologie avec des pédiatres, d'excellents pédiatres qui prennent en charge ces bébés de J0 à J40. Après J40, c'est le service de pédiatrie. Très bien. Très bien. Donc le HS est là à la disposition. On le rappelle, hein, c'est la maternité. L'ancienne, on appelle toujours la maternité de Sidi Mabrouk. Oui. Même si c'est EHS, je crois que ça a un autre nom, mais bon, on l'appelle Clinique toujours. des apôtres aussi. Clinique des apôtres, voilà. Oui. Mais bon, ça c'est l'ancien, les noms ne partent pas facilement. Oui. Voilà. Donc si vous avez un autre, peut-être un appel à lancer aux spécialistes qui ne sont pas encore, qui peuvent venir, parce qu'il y en a beaucoup dans la région, qui pourraient peut-être rejoindre le congrès et participer. Oui, donc j'invite tous les médecins gynécologues à assister à ce congrès parce que il contient des orateurs de renommée internationale. Par exemple, le professeur Abou Bakr al-Nashar, professeur Qais Chaban, professeur Qourbi, professeur Khouja, docteur Ben Aïbouch. Donc, ce sont de grosses pointures en gynécologie. On espère que ce congrès sera bénéfique sur le plan professionnel et sur le plan humain aussi. Oui, on oublie que le contact humain est très important dans ce genre de rencontre parce que c'est là que on apprend. Parce qu'on apprend toujours. Bien sûr. Et un dernier mot, peut-être, avant de terminer. Bon, je vous remercie. Ne remerciez pas, on fait notre travail de médiatisation. On est là pour vous accompagner. J'espère qu'on aura un peu de temps pour venir assister à votre congrès. Mais on rappelle que ça se déroule le vendredi. Le vendredi et samedi. Ça sera le 23 et 24 février au niveau du Zénith de Constantine. Salah Ahmed Bey. Oui, Salah Ahmed Bey. Oui. Bien. Merci, professeur Nosef Sabarena. Je rappelle que vous êtes médecin-chef à l'EHS, l'établissement hospitalier de Sidi Mabrouk, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et que c'est la maternité pour ceux qui se souviennent encore de l'ancien temps. Je vous remercie. Merci d'avoir été notre invité ce matin. On vous souhaite bon courage et j'espère que vous aurez convaincu beaucoup de mamans de venir chez vous d'abord et de rappeler surtout, je rappelle que vous avez un service de PMA, c'est-à-dire procréation médicalement assistée, gratuit. Ça, c'est important. Et qui se développe un peu. Petit service, mais qui a tendance à grandir, Inch'Allah. Inch'Allah, il va rendre service à beaucoup de gens, Inch'Allah. Merci. Donc, on va juste transiter vers notre deuxième sujet qui est l'hommage rendu à Fadli. C'est un grand journaliste de la radio, grande figure aussi du combat pour la libération nationale. Et puis, je rappelle que c'est le journaliste, qui a lu le premier communiqué de l'indépendance algérienne le 5 juillet 62 à la radio nationale. Et c'est sa fille qui viendra nous en parler. Mais là, on va juste transiter pour accueillir Siham Fadli. سيدات ثورتنا جاب الخيرات خدموها رجال ونسوان جابوها وجابوا الأمان باقوا الجزائرية وشعور بالوطنية صدموا على حل القضية كان شعارهم الانتصار على ايديهم جاني
فورتنا جابت خيرات خدموها رجال ونسوان جابوها وجابوا الأمان انطلاق الثورة تقرر في اجتماع المدنية للهجمة تخطط وتحضر إصرار وعزيمة قوية في أول أيام نوفمبر الستة قادوا العالية الجزائر بيهم تفخر وبيهم جات الحرية أبطالك معرفوش الخوف بالعقيدة والإيمان نادي بوحدة الصفوف والعمل في الميدان كتبوا تاريخك بحروب مجاهدين وفرسان علامة ألوان وموصول ويرفرف حرية يا سادة ويا سيدات ثورتنا جابت خيرات خدموها رجال ونسوان جابوها وجابوا الأمان يا سادة ويا سيدات ثورتنا جابت خيرات خدموها رجال ونسوان جابوها وجابوا الأمان باقوا الجزائرية وشعور بالوطنية صدموا على حل القضية كان شعارهم الانتصار على ايديهم جال الاستقلال بلادي تتنفس حرية Voilà. Rendre hommage à nos aînés, aux martyrs qui se sont sacrifiés pour nous, et je crois un devoir pour tout le monde, et c'est pour ça que eh bien, nous allons accueillir sur ce plateau du Bonjour d'Algérie, à partir de Constantine, une fille de la ville, comme on dit, Bint Qsemtena, et son père, Rabbi Rahmou, est un grand journaliste connu, eh bien, qui nous a quittés il y a 2 ans, je crois, et Constantine a tenu à lui rendre hommage avant-hier à la bibliothèque Mustapha Notor et nous étions présents. Et nous avons rencontré sa fille, Sihem Fadli. Marhaba bik d'abord. Moi, je suis heureux d'accueillir une consoeur. Tout à fait. Voilà, ça d'abord. Bonjour Smarine, bonjour à tous les Algériens et toutes les Algériennes. D'ici, de Sirta, de ma ville natale, Constantine, je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à travers la télévision algérienne. Et certains reconnaîtront la voix parce que vous avez été la première voix de Radio El Behja à Alger. C'est Tout ça à fait. Une constantinoise qui donne le la à Alger, c'est pas courant, je pense. Tout à fait. Je suis une fille qui a baigné dans la radio depuis mon jeune âge. Et je suis la première voix qui a inauguré la radio El Behja en 1992, c'était le 1er octobre. C'est-à-dire que dans le temps, c'était les Algérois, parce qu'elle était restreinte à Alger. Voilà. Non, mais c'est vrai que El C'était- Behja, c'était un peu la radio locale d'Alger, avec Tout à les fait. intonations algéroises, avec... à fait. comment vous avez fait moi Vous avez toujours tili dans Pas vraiment, parce que moi je suis née à Sidi Mebrouk et je suis restée, parce que ma mère est native de Constantine, Ouais. mes grands-parents ils sont constantinois, où mon papa, Ahmed Fadli, qui est le Ouais, doyen des bien, journalistes ouais. algériens, était à la radio algérienne, au 21 boulevard des Martyrs à Alger. Et ma mère, comme je suis l'aînée, bon, mon père a choisi d'emmener ma mère chez mes grands-parents à Sidi Mebrouk, et il lui a dit, ta première, tu vas faire, la naissance va être là à Constantine. Et 15 jours après, je suis repartie à Alger. D'accord, donc j'ai vous fait avez mes grandi études dans à l'Alger. Alger, Voilà, j'ai ouais. grandi à Alger, j'ai construit ma vie, on va dire, à Alger. Très une bien. période. Alors là, c'est juste pour transiter. Est-ce que, bon, je pense, c'est même pas une question qui se pose, mais je pense que votre père a grandement influencé votre choix de carrière. Oui, je ne sais pas. Est-ce que c'était parce que Mais j'étais il l'a pas fait l'aînée? exprès. peut-être. Il l'a pas fait exprès. Est-ce que j'étais son aînée?
j'étais très proche de lui, absolument. Mais depuis mon jeune âge, je me rappelle, j'avais 3 ans, déjà, il m'a emmené à une émission Maman Nejwa. Oui. Et j'ai même une photo dans le studio de la d'accord. télévision. Qui ne se rappelle pas de Maman Nejwa, qui a accompagné notre exactement. jeune âge, oui. Ça, c'est à l'âge de 3 ans. Et à l'âge de 5 ans, mon papa, on lui a demandé de faire des émissions d'arabisation pour Al-Jaysh al-Watani Sha'bi. D'accord. Et il a proposé, il a dit, ma fille va faire l'élève et moi je vais faire le professeur. Ah, d'accord. Donc on a fait les cours Donc c'est une carrière qui a commencé très tôt. Hein, très d'accord. tôt. Ah, oui. C'était في المحافظة السياسية في Alger في غرمول يعرفوها في Oui, donc on est- المحافظة السياسية. Donc cette Jilna, on a enregistré là-bas des centaines d'émissions d'arabisation من الفاعل والمفعول به. Ouais. Et vous avez joué le rôle de l'élève. avec votre papa. Tout à fait. Ouais, Et qu'est-ce que j'aimerais, je lance un appel, qu'est-ce que j'aimerais retrouver ces enregistrements pour écouter ma voix et la voix de d'accord, mon peut-être papa. dans les archives, je ne sais pas. Peut-être, Inch'Allah. D'accord. Peut-être. Alors là, on revient pour parler bien sûr de votre papa qui fut, on va dire, un grand monsieur de la radio algérienne. Absolument. Alors de part d'abord, avant de lire le communiqué du 5 juillet 62, c'est pas quoi. Ça c'est un honneur, un privilège que rares les gens ont. C'est pas courant, mais lui, il a eu ce privilège de lire le communiqué du 5 juillet, le communiqué de l'indépendance de l'Algérie. C'était un fervent, d'abord c'est un moudjahid. Donc la révolution, ça coule dans ses veines. Son parcours pour la liberté et pour l'indépendance de l'Algérie, il est incontestable. Donc il a été d'abord au niveau des frontières tunisiennes avec son agra. Il a fait des communiqués fait Saout al-Arab les années 50. Après, il y avait même l'Ida'a Syria. Et il a continué son chemin jusqu'au jour. Mon papa fasih fi اللغة العربية. Oui, il maîtrise la langue arabe. Et donc après l'annonce de Gaulle, il n'y avait aucune autre voix que la voix de mon père, et en arabe. Et puis, كان عنده تعليق حماسية, c'est-à-dire les communiqués dialou, il y avait le patriotisme dedans, il y avait cette ferveur pour la liberté. Des intonations particulières pour... absolument, oui. Donc, absolument. c'est pour ça que lui a eu l'honneur de lire ce communiqué, c'est important. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui a marqué sa carrière, même s'il a fait beaucoup d'autres choses. Ah oui. Oui, surtout dans l'arabisation au niveau de la radio, il a surtout conduit et accompagné beaucoup de jeunes journalistes de l'époque, parce qu'il y avait un combat, c'était l'arabisation des moyens de communication, surtout. Absolument, il a encadré beaucoup de grands noms journalistiques qu'on connaît actuellement. Je vais citer un nom, le marhoum Barhoum Boudjema'a. Il m'a écrit avant son décès, Ktebli Siham. J'étais étudiant à l'université de droit. J'étais impressionnée par la voix de Si Ahmed Fadli. Et j'ai tout fait pour intégrer la radio algérienne. Et c'est mon père qui l'a auditionné pour intégrer la radio algérienne. Et Barhoum Boudjema'a est une grande voix aussi, Allah yarhamou. Oui. Et plein d'autres. C'est-à-dire qu'Ahmed Fadli, d'ailleurs, je viens de raccrocher avec Si Ahmed Khattaoui aussi, qui est un grand nom dans la presse, qui me dit Si Ahmed, c'est un leader. Oui. Voilà, donc leader de son époque. Nous, comme on dit en arabe, مخضرم يعني كان قبل الثورة. Il a accompagné les jeunes, bien sûr, les jeunes journalistes après l'indépendance. Ça, c'est important parce qu'ils avaient besoin d'être encadrés, surtout si quelqu'un s'est balancé à travers le territoire national pour se mettre en adéquation avec le message de la révolution, des révolutionnaires, parce que tout le monde ne pouvait pas parler. Absolument. Donc il y avait certaines personnes que l'on choisissait, comme votre père, comme Issam Saoudi, comme beaucoup et j'en oublie. Il y en a plusieurs, absolument. J'ai eu aussi un témoignage récemment de Aïcha Mohamdi, qui est journaliste à la radio algérienne. Elle a commencé Nashra al-Ikhbariya, quand elle a présenté
les informations pour la première fois, c'était mon père qui l'a encadré, c'était mon père qui lui a expliqué comment il faut faire. D'ailleurs, il y a eu d'autres témoignages qui disaient il leur apprenait comment respirer, comment s'arrêter à la virgule, au point, comment changer de temps, comment... Et j'ai d'autres journalistes qui m'ont dit on le croise dans l'ascenseur, il va nous dire attention, c'est pas comme ça, il faut rectifier ça, il faut rectifier ça. Donc il était de très très bons conseils. Allah yarhamou. Allah yarhamou. Et puis, alors, et qu'est-ce qu'on peut retenir aussi? Bon, il a été formateur, il a encadré des jeunes, mais qu'est-ce qu'il a encore dans sa grande carrière que vous retenez, vous, en tant que fille? En dehors qu'il a été le meilleur papa du monde pour moi, C'est sûr. hein, il a été quand même un grand moudjahid. C'est un homme, vous savez, il est décédé il y a 2 ans, le 22 mars 2022. Rabbi yarhamou. Et moi, j'habite en France, donc je n'ai pas assisté à son enterrement, quelque chose qui m'a profondément attristée. Touché, oui. Et 2 mois après, quand je suis arrivée, je rentre dans sa chambre et je trouve sa bibliothèque. Qu'est-ce qu'il était organisé et qu'est-ce qu'il était méticuleux. Il a écrit, je ne sais pas, peut-être une centaine de livres, à 80% l'amour de l'Algérie. الأيام الخالدة للجزائر، التعليقات الحماسية تاع الاستقلال، تعليقات تاع الثورة، الحكومة الجزائرية المؤقتة، عباس الغرور، كتب رواية سماها البرنوس والقندورة، عنده قصائد في الشعر، في التصوف، tout ça ودايرهم بطريقة يعني d'une façon la page est pliée en 2, c'est avec بخط ديالو, avec sa main. D'accord. Il a une très belle écriture Oui, d'ailleurs. je l'ai vu. Hein. J'ai Oui, vu, voilà, on a fait exposé. l'exposition. Oui, ben, on le verra dans le reportage, mais Oui. vraiment une écriture extraordinaire. Et bien organisé. Et je trouve وصية كتب وصية, c'est-à-dire que هاد الكتب هادوما يسوات كو ينطبعوا يتوسعوا ويتوزعوا في المدارس، في المستشفيات، في الثكنات العسكرية، في كذا في كذا، حتى في les contrées les plus lointaines, que ceci soit diffusé. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a gravé son nom en or dans l'histoire de l'Algérie. Ah, il n'y a aucun doute. Là, Voilà. on retiendra le nom de Fadli comme personnage du journalisme algérien d'abord, Oui. de la radio, parce que c'est important de dire radio. Et qu'on rende hommage à votre père, à Constantine, qu'est-ce que ça vous fait? Je ne sais pas comment se fait... C'est-à-dire que le destin a fait que... Alors, laissez-moi ouvrir un petit peu mon cœur pour vous Oui, bien raconter sûr. Ouais. ce lien très fort entre Constantine et mon père. D'accord. Tout le monde sait que mon papa est natif de la wilaya de Khenchla, des Aurès. Mais par contre, je vais livrer une information capitale à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices, que بسط السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون الجزائري, quand on a récupéré la radio et télévision algérienne, ce n'était pas le 28 octobre 1962 à Alger. C'était la fin du mois de juillet, début du mois d'août, c'était à Constantine. Mon papa était présent avec Rabih Mechhoud, il est très malade, je lui souhaite un prompt Rabbi rétablissement. Shafi, Rabbi Inch'Allah, Shafi. Ils étaient ensemble avec une équipe. Ils se sont déplacés jusqu'à Constantine pour hisser le drapeau algérien à la radio-télévision De Constantine. de Constantine. C'est-à-dire que la première fois, le drapeau a été hissé ici, pas à Alger. À Alger, ça s'est fait d'une Ça s'est fait d'une manière officielle, le officielle, 28 voilà. octobre, officiel. Donc ça, c'est déjà un honneur à ma ville, à Cirta. Ah oui, bien sûr, à Constantine. Et puis, mon papa- Surtout que ce n'était pas très loin d'ici. Hein. Tout à L'ancien fait. siège, il est à 300-400 mètres d'ici. Tout à fait. J'aimerais le visiter tout à l'heure et déposer une gerbe de Inch'Allah. fleurs Inch'Allah, on vous pour enverra, tous les Inch'Allah. martyrs Oui. de l'Algérie. Et mon papa s'est marié à Constantine, d'une Constantinoise. Voilà, donc le lien sacré. Et après ses études de Zeytouna ou Al-Azhar, il a transité quand même par Constantine pour finir une année ou deux d'études avant d'aller à Alger. Et voilà que l'hommage est rendu, son premier hommage après son décès, est rendu ici à Constantine, grâce à l'initiative d'un ami intime que je salue ce matin,
le grand journaliste, romancier Morad Boukrzaza, Oui, Morad, c'est qui a pris à cœur cet hommage. Ah oui, il a pris vraiment à cœur et il était vraiment... Cet homme, il a une noblesse inégalée, que j'estime beaucoup, et franchement, il a fait tout pour que l'événement réussisse. Et aussi, une personne très importante que je dois saluer ce matin, c'est Madame Wafa Delouez, qui est la directrice de l'Mektaba Raïsia de Constantine, Mustafa Ntor, de la bibliothèque, qui a déployé tous les moyens pour la réussite de l'événement. J'ai été ravie. Et au nom de ma famille et moi-même, Madame Delouez, on vous remercie infiniment de l'orchestration de cet événement et de sa réussite. Et avec tous les moyens que vous avez mis à notre disposition, votre accueil très très chaleureux. Je crois qu'elle avait de bon cœur et ça se voit sur des images que je vais vous proposer puisque nous étions présents à cet hommage rendu à Monsieur Fadli. Moi, je l'appelle Monsieur parce que c'est un grand monsieur de la radio. Et il y avait beaucoup de monde, la famille, il y avait aussi certains qui ne connaissaient pas, mais certains qui l'ont découvert, mais il reste que le parterre était quand même assez relevé. Et voilà, petit reportage, et nous allons bien sûr continuer avec Siham Fadli, qui est la fille de Monsieur Fadli. مجددا عبر كل هذه الصور هل كان من السهل أن تعانقيه واشرح لي بين قوسين مازال جديد. في هذه الذكرى الغالية من ذكريات الوطن الفد يوم الشهيد أردنا أن نقيم هذه الجلسة التكريمية للمرحوم المجاهد الفد والإعلامي أحمد فاضلي. اخترنا هذا الاسم لأنه من الأسماء التي عاصرت المجاهدين، عاصرت الشهداء، عاصر مختلف رؤساء الجزائر، احتك بمفكري العالم. إذن واجب علينا أن نقدم أعلامنا ومفكرينا وشهدائنا على طبق من ذهب لنعرف بهم ونروج لهذا الزخم مما قدموا. وخيرنا التاريخ، يعني تاريخ هذا ما هوش رمزي، تاريخ مهم جدا تاع 18 فبراير يوم الشهيد. اخترنا هذا اليوم باش يبقى ذاكرة أيضا مرسخة، خاصة للأجيال الصاعدة، للأجيال القادمة. الوالد توفى عنده عام وقريب عامين. العام الأول تعذر عليا أنه باش نحضر أي شيء للتكريمية ديالو، لأنه كانوا لي زيموسيون، كنت مازال نبكي وكنت مازال مجروحة بزاف وكل شيء، ولكن خديت الوقت اللازم. وكما شفتوا اليوم حضرت فيلم بيوغرافي على حياته، على سيرته المهنية وسيرته الذاتية أيضا. أخاطب الوزير بقولي أليس من الأحق إن الجزائر خير ولها وللملوك جميعا. كان متشبتا باللغة العربية، وكان حريصا على أداء اللغة العربية وفصاحة اللغة العربية والتدقيق اللغوي لأجياله والتلقي الإلقاء المفيد دون أخطاء لزملائه أو الأجيال التي أتت بعده والتي واكبت فترة امتهانه للصحافة. فالرجل غني واكب وحاور قادة وزعماء العرب، قادة وزعماء العجم، كما حاور عمالقة الفن العربي، ومن بينهم محمد فوزي الذي لحن النشيد الوطني، وعبد الحليم حافظ. الرجل مدرسة زاخمة، نقف أمام مقامه إجلالا وشموخا لهذا الرجل. أتمنى أن تسن لمثل هذه المبادرة، وأن يحمل أحد المعالم الإعلامية اسم الأستاذ المجاهد أحمد فاضلي. كان لي شرف أمسية اليوم
اليوم بالمكتبة الرئيسة مصطفى نطور بتنشيط هذه الجلسة أو الندوة التاريخية الخاصة بالمجاهد الفذ والإعلامي القدير أحمد فضلي الذي رافق جمهور المستمعين على مدار أكثر من 40 سنة. لم يكن فيها مقدما للأخبار ورئيسا للتحرير فقط، وإنما كان محاورا جيدا لأهم القامات والهامات الجزائرية والعربية. الرجل لم يكتفي بهذا الشق الفني والثقافي الفكري فقط، وإنما ذهب إلى الشق السياسي من خلال استضافته لعدد من الأسماء المهمة أيضا في حقبته وفي فترته من أكثر من مكان في العالم. وعليه يمكن القول أنه الأستاذ أحمد فضلي رحمه الله هو مدرسة قائمة في حد ذاتها في الإعلام، فقد كان جديا في عمله، مهنيا، موضوعيا، مبدعا، ملما بمادته. وفي الضفة الأخرى فقد كان إنسانا جميلا ترك بصمته وخدوشه في جدار الوقت. أتمنى أن يرحمه الله برحمته الواسعة. Voilà, d'abord hommage émouvant, parce qu'il y avait de l'émotion dimanche, à la salle, à la bibliothèque Mustapha Ntouri, il y avait de l'émotion, et là, à travers les témoignages, on sent quand même la grandeur de l'homme, hein, c'est ça. Oui, absolument. Justement, en parlant de témoignages, on a eu de très grandes plumes algériennes. On a eu l'honorable présence de l'Oustad, le l'écrivain Abdelaziz Gharmoul. On a eu la présence de Ahmed Khattaoui, qui est un grand journaliste. On a eu la présence de Rabih Belhamdi. On a eu la présence de Keltoum de Fouz, qui est d'ici de Constantine, qu'on salue. Puis la dame qui s'est déplacée de Tlemcen spécialement pour... Justement, cette dame, elle est écrivaine et poète, elle est poétesse, elle est présidente d'une association à Tlemcen, Nadia Al-Ayati, que je remercie. Il y a eu Madame Louafi qui est venue de Bouira. Il y a eu mes cousins, mes cousines, la famille. Et d'autres personnalités que tout Algérien connaît, Wujouh Télévisionnia, des figures incontournables de la télévision et de la radio algérienne, comme mon amie Sabiha Chaker, qui nous a laissé un très très joli témoignage, que je salue. Elle est actuellement à Lille, en France. Et Fatima Ould Tressal, notre amie, notre chère amie, la voix de la radio. Oui, bien connue. On a eu Mohamed Bouazzara, un nom qu'on ne présente plus. Bien sûr. Et l'Ouajha Télévisionné aussi, un grand journaliste de la télévision algérienne, Zine Abidine Bouacha. Et on a eu aussi une couverture médiatique, évidemment, de la télévision algérienne. On a eu Nasr, on a eu d'autres presses électroniques. Et on a eu aussi le magazine Hurra Magazine, qui a publié avant-hier, un très très bel article. Je remercie aussi Mourad Boukrzaza qui nous a prêté sa voix. Oui, c'est vrai que Mourad, il a été d'un grand soutien dans l'animation de cet hommage qui a été rendu. Et c'est bien, bon, le parterre relevé, mais aussi on a assisté quand même à des témoignages dans le film que vous avez réalisé vous-même, un film rétrospectif sur votre papa. Ça a été quand même... C'était une forte expérience au niveau émotionnel, mais au niveau professionnel, c'est la journaliste qui va parler maintenant. Oui. J'ai essayé d'être fidèle à tous les enregistrements que j'ai effectués avec mon papa. Donc je retraçais ce qu'il disait avec les images, avec quelques photos que j'avais à la maison. Et j'ai utilisé un documentaire de la télévision, la TV8 Dhakira. Je remercie à l'occasion Nabil Hamadash qui m'a confié
une pièce rare, historique de la télévision algérienne, où il y a la voix de mon papa avec Mohamed Ben Yacoub. Donc j'ai pris quelques extraits de ça. Et le texte biographique, moi j'avais noté que Rous Aqlam, voilà, la biographie de mon papa et tout. Et Mourad Boukrezaza, il lui a donné une âme avec sa voix, avec sa plume et sa lecture. Donc j'avais cette voix qui était tout le temps constante. Et évidemment, le montage n'était pas facile. C'est-à-dire que j'avais le scénario déjà dans ma tête. Oui. Par où je vais commencer, comment je vais... Si vous avez vu que j'ai commencé le film avec une note de l'Gasba, c'est pour faire hommage. Baba, il adorait Issa Djarmouni. Il l'adorait. D'ailleurs, il a écrit même quelque chose sur Issa Djarmouni que j'aurai le plaisir d'éditer prochainement. Et on est parti sur son parcours de Moudjahed et de journaliste. Et il était directeur quand même d'une école, في وقت الثورة يقري فيها les enfants تاع المجاهدين في les frontières tunisiennes في البرك. Et puis j'ai trouvé في القسمة de Chiraga, parce que mes parents habitent à Chiraga à Alger. J'ai trouvé في القسمة de Chiraga, mon père avait déposé نبذة نضالية. شوف يعني الأم ما دارش نبذة على الحياة ولا نبذة. Il a bien précisé que le parcours patriotique dans sa vie. Et donc là, je lis, j'ai été... ça m'a surpris de ce que j'ai lu. نخلعت. Donc il dit qu'il a fait passer des armes من الإسكندرية من بورسعيد في تونس في ليبيا que ثورة كلفاتو avec des tracts يعني des trucs inédits. Je vais pas tout vous livrer, mais ça va être dans le livre. J'ai compris que vous laissez tout cela. Je laisse une partie dans le livre, évidemment. Et donc ce qu'on a vu lors de la projection du film, c'est vraiment un petit bout, c'est pas grand-chose. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Voilà, le film documentaire ou le film biographique fait presque 13 minutes, c'est un 13 minutes, mais je pense qu'on peut faire des heures et des heures avec Ahmed Fadli. Oui, c'est vrai que c'est un réservoir inépuisable de tout ce qui a été fait, notamment en matière, parce que c'est important. On oublie que la radio a joué un grand rôle dans la Révolution, tout comme bien sûr il y avait les acteurs sur le terrain, chacun à sa manière, mais la radio vraiment a joué un grand rôle dans la Révolution. Absolument, la radio était le rassembleur, était cette table où tous les Algériens pouvaient se réunir pour déguster le plat, mais ce n'était pas n'importe quel plat. Oui. D'accord, c'était toutes les informations données par rapport à la Révolution algérienne. Et par la même occasion, je salue toutes les familles algériennes qui ont perdu Shahid. Et Karamna, mon père, Fiyoum Shahid, qui est pour moi une des commémorations la plus noble après le 1er novembre. Pourquoi ? Parce que le lien doit être gardé et tissé entre les générations futures et Chouhada. Les matos. Et quand j'ai bien lu le message de notre président Abdelmajid Tebboune avant-hier, il veut absolument, il a incité que le lien reste entre ces générations. Et c'est très important. Et Smaïn, permettez-moi de dire, vous avez vu qu'il y avait une école à El Bouaqi, une élève, Asma, j'ai oublié le nom de famille, qui a fait l'exposé sur Ahmed Fadli. Ça, c'est bien. Tekmilia. Oui. Il ne faut pas que ça reste juste fait Ahmed Fadli. Il faudrait que toutes les personnalités, Rijal ou Nisa al-Jazair, qui se sont sacrifiés, qui ont donné leur vie. Attention, tout à fait. Peut-être que nos jeunes générations ne perçoivent pas encore le message poignant que nous ont laissé nos martyrs. Mais c'est à nous, je crois. C'est notre rôle, nous, journalistes et puis hommes de médias, de relayer ce message de nos aînés, de nos martyrs. C'est en restant dans la sensibilisation, bien sûr, du sacrifice, parce que c'est un grand, grand sacrifice. Donner sa vie, il n'y a pas plus grand sacrifice. Absolument.
Je me suis rappelé du nom de la petite, comme ça va lui faire Oui, plaisir. bien C'est sûr, il Asma faut- Bakhouch, Asma qui est la Bakhouch. fille de ma cousine et qui a fait ce travail fabuleux avec son Ça professeur. fait plaisir quand même, hein, qu'une petite fille puisse comme ça faire un exposé sur votre papa. Tout à fait, tout à fait. Et j'espère que ça va se vulgariser dans toutes les écoles et puis les autres personnalités aussi que... Inch'Allah. Parce qu'il y a beaucoup. On a tendance à oublier peut-être les hommes de médias, les Oui. journalistes, Oui. parce que bon, des fois la carrière, elle est éphémère. Même si elle dure 40, 50 ans, c'est éphémère dans l'histoire des nations. Mais que des jeunes comme ça puissent relayer la mémoire des martyrs, et des moujahidines, c'est extraordinaire. Absolument. Il ne faut pas oublier aussi que mon père, la voix d'Yalou, elle est reconnaissable parmi des milliers de voix en dehors de Bayan al-Istiqlal. Mon père, هو اللي دار تأبينية جمال عبد الناصر, هو اللي دار تأبينية هواري بومدين, qui était son ami. Donc, j'ai retrouvé تأبينية تاع جمال عبد الناصر sur un papier qui est devenu très jaune. Oui, bien sûr, avec le temps, Avec le temps. le papier blanc jauni. Je vais essayer de numériser pour l'histoire. D'accord. Je vous fais une promesse d'éditer ceci Oui. pour pas que les Algériens et les Algériennes, Mais pour tout le monde arabe Oui. et le monde entier pour Ah, et- l'histoire. Dites-moi ce que vous avez trouvé, vous avez dit une bibliothèque. Un trésor. Un trésor. Quand est-ce que vous allez l'éditer? Est-ce que vous avez entamé une procédure? Est-ce que J'ai commencé, tout est écrit avec, comme j'ai dit, avec sa main. Donc, Oui. Hadja rien n'est. Donc, j'ai commencé déjà à saisir. Il y a plusieurs volets. Je ne sais pas, je réfléchis, est-ce que je vais faire l'Amal el-Kamila, c'est-à-dire tout, œuvre complète? confondu, ou je vais partager les volets, parce qu'il a écrit Fait Tasawwuf. C'est un soufi à sa façon. Oui. Son père est Pareil, imam. Imam, oui. الله يرحمه الشيخ ربي الأمين يرحمه. الفاضلي 60 سنة هو إمام وكرمه شادلي بن جديد. Il a été gratifié par feu président de la République Chadli Ben Jadid. Et soit Tasawwuf, après il a écrit de la poésie, il a écrit beaucoup sur l'Algérie comme j'ai dit, et après il a écrit Al-Ida'a, la radio. Beaucoup, il a écrit sur la radio, plus les ta'aliq, plus ses communiqués et tout ça. Très bien. Donc c'est quand même un réservoir extraordinaire. Un réservoir d'écrits extraordinaire. Et puis authentique, puisque c'est votre papa, donc il n'y a pas lieu de... Tout à fait. Et- Il y a une maison d'édition avec la poétesse et l'écrivaine Salima Mlizi qui m'a dit Siham, bienvenue, c'est un honneur pour nous d'éditer, publier, de d'éditer publier, un grand d'éditer, monsieur comme d'éditer Ahmed d'éditer Fadli, le oui. livre. Après, mon père, il a beaucoup travaillé avec Ouzarat al-Moujahidine, et معروف في وزارة المجاهدين, وكان يدير des conférences في متحف الجهاد في الجزائر العاصمة. Il y a un peu partout dans toutes les wilayas d'Alger. Si وزارة المجاهدين veut bien qu'on travaille ensemble, je suis ouverte. Et si Ouzarat al-Thaqafa ou Ouzarat al-Ittisal, bienvenue, il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être preneurs de cette immense richesse que vous avez en termes de littérature, bien sûr, Tout à fait. qu'a laissé votre père. On arrive un peu à la fin, même si j'ai reçu une femme Oui. avant vous, qui est, peut-être que vous êtes né dans la maternité où elle travaille, À à Sidi Sidi Mabrouk. Oui, elle travaille là-bas. Et après vous, je voudrais recevoir une femme et un homme, mais une autre femme qui est cinéaste. Pardon. Oui, Voilà. tout à fait. Smaïn, je pense que le féminin est porteur aujourd'hui. Je vous salue pour cette belle initiative. J'ai été très très heureuse par cet échange qu'on a eu aujourd'hui et très heureuse de ce rapprochement, mon retour à ma ville natale et me rapprocher de tous les Algériens et de toutes les Algériennes. Cette belle matinée constantinoise, je vous remercie pour l'accueil qui m'a été réservé. Je salue toutes les personnes qui ont contribué pour l'hommage rendu à mon père à Constantine, de près ou de loin. Qui sont là, ici en Algérie ou qui sont ailleurs. Et un grand salut à toute ma famille, grande et petite. Et nous, on vous remercie parce que là, vous nous avez consacré quand même, vous êtes resté spécialement pour notre émission. Là, je vous remercie, Siham Fadli, qui, je rappelle, vous êtes consoeur, vous êtes responsable d'une radio, mais aussi, juste là, en une minute, parce que Oui. vous savez que le temps, on le gère, Oui, vous êtes une absolument. professionnelle, mais juste en une minute, vous êtes quand même une des ambassadrices dans le monde de La
journée La journée internationale. internationale de vivre ensemble en paix. Oui, absolument. Je vais En faire une minute, hein. en une minute. La journée internationale du vivre ensemble en paix est une journée qui a été portée par l'Algérie à l'ONU, qui a été adoptée à l'unanimité en 2017. Et grâce à l'initiative de Cheikh Khaled Bentounès, que je salue, et Cheikh Khaled Bentounès, qui est le président d'honneur de Aïssa ONG International, m'a nommée coordinatrice internationale de cette journée que je porte chaque année. On célèbre cette journée le 16 mai. J'invite tout le monde à un meilleur vivre ensemble, célébrant cette journée ensemble le 16 mai. Inch'Allah. Alors le 16 mai, j'espère que l'on vous contactera pour nous donner le message de la journée de 2024, Inch'Allah. Inch'Allah, avec Inch'Allah. un grand plaisir. Merci Siham Fadli, je vous remercie d'avoir été notre invité, d'avoir donné votre temps, parce que vous êtes resté spécialement pour l'émission, pour nous parler de l'hommage rendu à votre papa Ahmed Fadli, Un qui plaisir était partagé. un grand monsieur de la radio algérienne, et puis aussi du journalisme algérien, parce que c'est une grande figure disparue, Allah yarhamou, en 2022, et on lui a rendu hommage à Constantine il y a 48 heures, et voilà, la fille du défunt, Siham Fadli, est là pour, bien sûr, pour avoir témoigné durant cette matinée. Alors on va juste transiter par... je vais recevoir une jeune cinéaste, une dame qui a bien réalisé son premier ouvrage. L'intelligence veut que des fois, c'est des idées qui prennent forme comme ça. Elle s'est inspirée d'une chanson qui est du terroir, du patrimoine de la Révolution, parce que Tayara Sfra a été chanté partout. Tayara Sfra est un titre de chanson extraordinaire. Et ces derniers temps, depuis quelques années, Tayara Sfra revient. Et beaucoup de chanteurs la chantent chacun à sa manière. On va juste écouter la version de Bekekshi El-Khir que l'on salue au passage. Et nous allons recevoir la cinéaste Hajar Sebata et avec elle Yaoulounis, qui a été l'instigateur de la projection à la Cinémathèque.
Voilà, Tayara Safara qui sera le sujet de ce dernier plateau du Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. On va parler bien sûr du film, on l'a dit tout à l'heure, c'est un moyen métrage réalisé par Hajar Sabatak, c'est son premier film, voilà, et elle est là avec nous pour justement nous parler de cette idée, moi j'appelle l'idée géniale parce qu'on a beaucoup de chansons du terroir qui parlent de la révolution, ça serait bien de les imager comme ça, bon même si ça ne raconte pas l'histoire de la chanson, mais le titre est là. Alors, Hajar, marhaba bik, on commence par les dames Lounis, hein. Bien sûr. Marhaba bik, Hajar, merci d'être là d'abord. Merci beaucoup, marhaba bik, ravi d'être parmi vous à Constantine et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie par cette Constantine. Alors, le plaisir est pour nous de vous recevoir avec notre ami Yaou Lounis, marhaba bik Yaou, Merci président du club cinéphile, je ne sais même plus. Président de l'association culturelle Numidi Art, appelé couramment connu comme les zinzins de la culture. Très bien. Animateur du ciné-club. Moi j'ai dit instigateur. Je peux te citer comme je peux me permettre de tutoyer. Bien sûr, bien sûr. Voilà, Khoya Lounis. Alors, d'abord, je ne vais pas parler du film. Je vous laisse le soin d'en parler, mais comment vous est venue l'idée de choisir Tayara Safara? Ouais. C'est venu comment d'abord? Alors, déjà après l'appel du ministère de la Culture pour déposer des projets pour fêter le 60e anniversaire de l'indépendance, moi, en fait, j'avais l'idée de faire rappeler ou de réunir tous les Algériens autour de cette chanson qui est vraiment connue pour toutes les familles algériennes. Je dis tout le temps qu'il n'y a pas un ou deux membres dans une famille algérienne qui ne connaissent pas cette chanson. Et donc, après, comme je fais un court-métrage, j'avais peu de minutes pour raconter une vraie histoire d'une vraie moudjahida ou shahida. Et c'est pour ça donc je suis allée plus vers une fiction avec des éléments réels de l'histoire algérienne. Cette chanson est classée aujourd'hui au niveau de l'ONA comme un patrimoine culturel historique algérien. Donc, et j'ai vraiment voulu rappeler tout le monde en fait de cette chanson en l'entourant d'une fiction où je ne raconte pas une seule femme, mais plutôt je raconte toutes les femmes algériennes. Voilà, c'est le combat des femmes. Tout à fait. Pour la révolution, une participation extraordinaire des femmes, mais même si c'est tout le peuple algérien qui a participé à cette révolution. Mais vous, quel regard vous vouliez apporter à ce combat féminin? Parce que une femme qui parle des femmes, c'est toujours particulier. Il y a une certaine sensibilité féminine qui en ressort. Toujours mettre en évidence le combat de la femme algérienne, sa lutte aussi. Depuis toujours, l'Algérienne connue, c'est une femme libre. Et donc, comme avait vécu Aïcha, la vraie chanteuse, Aïcha Ounwara. Il y en a qui disent c'est Aïcha L'Aïda qui a chanté cette chanson. Il y en a qui disent c'est Nouara Mkawar. Et donc, comme cette Algérienne avait vécu ce drame, le drame de perdre son frère, moi j'ai raconté Djamila dans mon histoire qui a perdu aussi son frère. C'était pas sous les bombardements de l'avion jaune. Le frère Djamila avait un autre destin. Les frères d'autres femmes algériennes lors de la guerre donc, ont été perdus de différentes manières. Et donc, je voulais parler de toutes ces femmes-là, chacune dans son cas et chacune dans son combat, et en fait rendre hommage à toutes ces Algériennes qui ont participé à la libération de l'Algérie qui ont pris les armes aux côtés des hommes, parce que la guerre n'est finalement pas une affaire d'hommes seulement. Non. C'est une affaire de femmes. Bien sûr, absolument. Et après, donc, il y a eu le choix, peut-être vous avez fait des choix d'acteurs, des choix de scénarios, de découpage. Tout à fait. Voilà. Moi j'ai eu la chance de voir la projection d'hier, bon, pas en entier, parce que on m'a pas laissé tranquille, mais j'ai essayé de voir, mais j'ai vu un film, une histoire. C'est déjà bien. Oui. Parce que quand on voit une histoire qui se tient, cohérente, donc c'est le premier mérite. Après, bien sûr, tout choix est discutable, et vous l'avez vérifié hier lors du débat, qui était très, très intense. Vous avez rencontré un public constantinois très critique. Oui. De la part de précisément de 2-3 personnes, mais en général, oui. Mais c'est ça, quand on fait un projet pour le large public,
quand on expose un projet comme ça, quand on fait un film pour un public varié, il faut s'attendre à des critiques, à des avis positifs, à des avis qui ne sont pas d'accord avec nous. Moi, je dis toute critique est la bienvenue. Ah ouais, Simplement, un réalisateur, il doit vraiment connaître ses choix techniques et artistiques et il doit savoir et expliquer pourquoi il les a choisis. Après, il n'est pas dans l'optique de convaincre par force l'autre avis, mais l'essentiel, c'est qu'on connaît vraiment nos choix. Pourquoi on a fait cette histoire? Après, on n'adhère pas, ça reste vraiment une perception personnelle. Mais hier, Lounis, elle était un peu assise sur le banc des accusés en quelques moments. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le débat autour. Hein. Oui. J'ai pas Bien sûr. C'est pour ça qu'il fallait déjà répondre techniquement, artistiquement. C'est des choix étudiés. Chaque minute dans ce film, c'est-à-dire que ce soit par rapport à l'image, l'éclairage, le montage, les transitions, les leçons, voilà. C'est-à-dire tout travail sur ce film a été étudié pour moi pour pouvoir raconter l'histoire que je veux raconter et en utilisant des moyens et des techniques de narration cinématographique. Déjà, à commencer par le scénario, à base de flashback, qui m'a permis d'utiliser beaucoup de techniques, des transitions, que ce soit visuelles ou sonores. Et donc, ça m'a permis d'aller vers peut-être de nouvelles techniques avec beaucoup de conviction. Et voilà, donc j'ai expliqué ma vision de la chose. Et... Moi, j'ai quelqu'un à côté qui est très convaincu. Non, c'est une nécessité absolue. Donc, c'est ce que nous essayons de faire, en tout cas dans le cadre de nos activités de l'association, notamment pour les zinzins du cinéma. Un film qui n'est pas proposé au public, un réalisateur qui ne discute pas son film, qui n'a pas l'occasion de vérifier la qualité de ses choix, la valeur de ce qu'il a fait, l'acteur qui ne peut pas discuter, avoir la possibilité d'approcher son public, ne saura jamais ce qu'il vaut réellement. Donc le débat était effectivement très intense, il était très passionné et passionnant, et ça a permis à la réalisatrice de répondre, d'abord de montrer que c'est une réalisatrice de métier. C'est une dame qui maîtrise son travail, qui a répondu malgré certaines hostilités, auxquelles on est habitué de toute façon les débats. Mais Hajar a réussi à dire, à montrer qu'elle est capable d'expliquer aussi bien aux connaisseurs qu'aux profanes ses choix et la maîtrise de la technique, des techniques. C'est vraiment pour ça que j'ai pas pour parler de moi entre parenthèses, mais même si les gens croient que c'est vrai que c'est mon premier film cinéma, mais après plus de 25 ans de métier entre télé et cinéma. Et donc moi, je savais très bien que pour dire un jour que je suis réalisatrice, il fallait vraiment l'assumer, il fallait vraiment le mériter d'abord par respect au métier. Et donc j'ai attendu le temps qu'il fallait pour apprendre, pour acquérir toutes ces connaissances à travers mes expériences sur les plateaux avec de grands réalisateurs et surtout avec Jafar Kassem. Je reste à dire que c'est ma première école. Et puis tous les livres que je lis, toutes les vidéos YouTube que je regarde. Exactement. On n'est pas réalisateur, non, on le devient. Du tout. Il faut qu'on soit débat. Donc moi, j'y crois. Il faut vraiment que je sois convaincue, moi-même d'abord, que je peux être réalisatrice, que peut-être je le suis aujourd'hui, plutôt pour pouvoir encore convaincre. Parce que si on ne sait pas défendre son projet, ses choix techniques et artistiques, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Donc si on ne peut pas argumenter, là, c'est grave. Tout à fait. Mais j'étais là prête. Comme je l'ai dit hier, j'étais prête à rester toute la soirée pour le débat, pour répondre. Parce que franchement, non, j'aime beaucoup parler du projet. Honnêtement. Non, mais c'est bien parce que quand on a un projet, c'est. Bien sûr. Et c'est vraiment les questions. Et c'est vraiment les questions, le débat qui permet aux réalisateurs vraiment de parler de ses choix, de les défendre, d'expliquer vraiment ses intentions, sémiologique, cinématographique, et donc ça m'a permis de parler du projet. En tout cas, sur le plan technique, vous avez réussi à éblouir toute l'assistance. Absolument. Absolument. Nous avons eu la chance de
de montrer pratiquement tous les films qui ont été produits dans le cadre du soixantenaire justement, puisque nous animons série, voilà. donc le ciné-club. Il y avait 11 courts-métrages Là, produits pour on le en a vu 60e à peu près anniversaire. 12, je crois. 12. D'accord. Et sur pratiquement tous les films, il y a le film de Hajar se distingue justement par la qualité les qualités techniques, la maîtrise un scénario qui se tient, qui est tout à fait cohérent, des transitions magnifiques. J'ai adoré la maîtrise, les changements qui se font, le regard qu'elle porte les métaphores, le regard qu'elle porte sur le combat de la femme, la reprise de la chanson, c'est éblouissant. Mais quand je te on la voit tout le long du film. Oui, Mais on on la voit montre sur le pas. journal. Je vois, on Ouais. la voit sur le Sur journal. le journal, je faisais allusion à la Tayara Safara d'une façon très subtile sur le journal au kiosque qu'on avait bien sûr fabriqué spécialement pour le décor au niveau de la caserne à l'intérieur donc du hall où Jamila regardait l'affiche pour le premier plan C'est le et premier puis plan, le ouais. passage, la chanson. Donc les éléments de l'histoire en fait ils sont réels. Le FLN et pourquoi justement cette histoire est située en 1956-57. Elle n'aurait pas pu exister cette histoire en 48 ou 50 ou... Il n'y avait pas encore le FLN qui exerçait, qui était en pleine force pour commencer sa lutte contre le colonialisme et tout ça. Donc voilà, je pense que tous ces détails de l'histoire, les détails réels étaient étudiés. J'ai bien aimé la question de quelqu'un qui disait j'ai pas vu Tayara Safra. C'est comme on attend Don Godot. On attend, mais on le voit vient pas. pas. Alors que c'est le personnage principal. Aussi pour ça, j'avais dit que moi, j'étais homogène avec moi-même dans ce film, du début à la fin. Il y a beaucoup de sémiologie dans le film, de la narration cinématographique, et autant pour le titre. Donc, dans le titre aussi. C'est-à-dire, je ne raconte pas la vraie histoire, je l'entoure d'une histoire, d'une fiction, pour vendre une idée. Voilà. Mais en tout cas c'est de très très belles images. Absolument. Et là, techniquement, on sent quand même le script, le métier, le découpage qui est fait. On sent qu'il y a beaucoup de métiers dans le script Anna, que vous avez fait. Oui. Voilà, ça on le sent. Tout à fait, parce qu'en fait, dans le cinéma, chaque mouvement de caméra, le travelling latéral ne raconte pas la même chose qu'un travelling circulaire. L'éclairage ne raconte pas la même chose à une direction unie ou autre. Donc le son aussi, donc on raconte notre histoire avec tous les éléments techniques. Et j'avais vraiment travaillé sur ça, je voulais montrer ça. Non, et pour moi, c'est ce qui diffère. On sent un souci particulier dans le découpage, dans le choix des plans, le choix des mouvements. Il y a on sent quand même la technicité maîtrise du réalisateur. Pardon, et même à partir des couleurs du film. Même les palettes. La palette des couleurs dans le cinéma raconte chacune une histoire. Donc pour moi, j'étais entre le jaune et le vert dans mon film, les marrons, beige. Le jaune pour raconter vraiment la nostalgie des enfants, les souvenirs et tout ça. Et puis ce vert un peu sale pour revenir à la dure réalité, à la tristesse et la douleur de Jamila une fois qu'elle ait l'information que son frère était tué. Et donc tout ça, c'est de la recherche en fait. C'est de la recherche. Ça vous a demandé combien de temps exactement? Alors l'écriture du scénario déjà, avant, peut-être 5 à 6 mois. Mais je dis toujours qu'un scénario écrit pour la première fois et la version qu'on dépose, elle est appelée à être retouchée un petit peu lors du dépouillement général, lors du tournage et puis lors du montage. Mais c'est le scénario. Très bien. Simplement, on accentue sur certains détails qui sont importants. Et la réalisation? J'ai fait le tournage en 2 semaines. Il a été tourné, il a été tourné en 2 semaines le film, donc entre Alger et... Quand c'est le script qui fait ça, qui découpe, donc c'est plus rapide. Quand on maîtrise tous l'opération, tous les éléments, c'est bon, c'est plus rapide. Oui, on avait répété, on avait un casting. Alors, on n'a pas parlé du casting, mais bon. Le casting, on en parle après la bande-annonce. On voit la bande-annonce. Après, on parle du casting, parce que là, on a parlé dans l'absolu. Allez, la bande-annonce. Il s'agit de votre frère, Mustapha.
الهضري جنبي ما ربك لنا سليمان وليدي هو اللي قال لي. قولي تعيش كيفاش مات؟ لو كان يشوفك يدير فيك حالة. من اللي مات سيما وبابا راهو يرقد في الصالون. Saleté de vermine, allez, à genoux. نضالكم في سبيل الوطن. الله ربي راح يمشوا راح يمشوا يا راس صفرا حبسي ما تضربيش حبسي ما تضربيش. L'émotion de Ned Ariak, ça donne la chair de poule. La vie Kassing, Lonis. Ah ben, déjà avoir l'immense, le grand Sid Ahmed Dagoumi, malgré l'âge, malgré la fatigue, elle a dû Faut sûrement... pas dire ça, faut pas dire malgré l'âge. Ouais. Mzel Srer. Mzel, bien sûr, Mzel. Faut pas lui dire, il est le hal. On va dire par rapport au rôle qu'il a l'habitude de jouer, ماشي حاجة, mais sa présence, son regard, la maîtrise de l'apport qu'il apporte justement Souheila, le film, et puis Souheila, c'est une très grande aussi, c'est une grande actrice, sans oublier Fatiha Sultan. Là, il y a 3-4 personnages. C'est extraordinaire, c'est vraiment... Le choix est vraiment judicieux. Là, c'est extraordinaire, parce que même si, comme disait Agoumi, on ne le voit pas beaucoup, mais il est très présent. Oui, ces passages sont très forts, vraiment. Très très fort, Et en voilà, émotion. ils sont vraiment, oui, en émotion. Et je sais ce que sa présence fait sur un plateau. Tout à fait. Et ça ne l'a pas du tout gêné, qu'il n'ait pas beaucoup de séquences. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, Monsieur Agoumi, voilà pour tel projet. On avait beaucoup travaillé ensemble avec Jafar et à chaque fois, il m'a encouragé. Et donc ce jour-là, Rajab, tu as mon accord de principe, mais simplement envoie-moi le scénario. 3 jours après, il m'a rappelé. Donc, me disant, je ne raterai pas ce film, j'aimerais vraiment le faire. Et quand j'ai fait mes débats à travers les télés et les radios dernièrement, beaucoup de gens m'ont dit, on est resté sur notre fin, on aimerait bien que l'histoire continue. Je vous l'ai dit au débat. Et en fait, on me le dit tout le temps. Et moi, je disais qu'en écrivant cette histoire avec Karim Khadim, mon co-scénariste, on s'était dit à la base, on devait faire 30 minutes. Et on s'était dit qu'on pourrait très très bien continuer l'histoire. Même nous, on était attachés au personnage. Et après, quand j'ai eu les 40 minutes, je me suis dit peut-être c'est trop. Mais après la projection, jusqu'à maintenant, à chaque fois on pose la question, c'est dommage, on aurait aimé que ce soit un long, on aimerait continuer l'histoire et tout. Et quand j'ai parlé avec son épouse, je lui ai dit, voilà, je la salue, Fenida, Madame Fenida, elle nous a toujours soutenus aussi. Et donc j'ai dit peut-être qu'on pourrait continuer l'histoire. Et M. Aguil, il prenait le téléphone, il me disait, Hadjar, on continue le film, c'est ça. Il était vraiment motivé, honnêtement, et ça me touche aussi. Ça me touche, il était fier du film, il ne l'avait pas vu avant, ni lui, ni Souheila. La première fois, ils l'ont visionné lors le 4 février, le jour de l'avant-première. Et ils étaient très contents et ça m'a tellement plu, bien sûr. Et voilà, parce que tous ces gens-là m'ont fait confiance. Les acteurs, l'équipe technique, ils m'ont aidé à fond. Je peux le dire, pour des cachets symboliques. Pour qu'on ait pu faire vraiment ce film vrai que avec cette qualité on oublie technique. Que le cinéma, c'est une question d'argent aussi. C'est une question d'argent. Et tous les moyens déployés dans ce film, c'est-à-dire, c'était quand même riche vu les extérieurs que j'avais, le travail sur les décors, les voitures, beaucoup d'acteurs importants, Allah Ibarek. Donc, oui, on a l'impression que c'est rien, mais quand on parle de costumes, d'accessoires, il y a quelqu'un qui vous a rendu hommage. Rien que pour les accessoires. Donc c'est très important et ça coûte énormément cher. Et le détail est super important. Moi, j'ai fait passer les scènes extérieures, donc un facteur. C'est des détails importants, mais auxquels je tenais vraiment. Qui participent déjà pour ramener le vélo et le facteur de l'époque, c'est déjà une performance. C'est énorme un film. Pas... Les gens croient qu'il suffit de prendre une caméra ou dire 2 acteurs ou dire... C'est les petits détails.
détail coûte autant que... Non, on a vu quand même. Au risque de me répéter, ce que j'ai vu techniquement est très beau. C'est encourageant pour un long métrage. Pour d'autres. Inch'Allah, en tout cas, on parlait de projets bientôt qui déjà déposés. Vraiment, je lui souhaite beaucoup de réussite. Parce que le Tayar Sfara se distingue. Il y a 4 ou 5 films qui sortent un peu du lot de ce qui a été fait la période Hadi. Et c'est vraiment encourageant. Et ce qui est bien, c'est que c'est une femme et c'est aussi des jeunes qui les font. Moi, ça me rassure par rapport à l'avenir du cinéma. Oui, c'est rassurant. Avec toutes les décisions. Bien sûr. Bien. Alors, quand on parle de l'avenir, donc déjà, l'association des Zinzins, c'est déjà le programme, puisque je crois que Hajar revient. Elle revient en principe, si tout va bien. S'il n'y a pas de souci, elle revient le jeudi 29. Ce sera à Melk Haddad. Elle sera, j'espère, présente avec Souheila Ma'allem qui a promis de venir. Et nous reverrons encore le film, on le discutera ensemble et ça permettra... D'autres programmes Bien sûr. Nous avons l'intention de rendre hommage à trois grands monsieur de la télévision. En l'occurrence, Ammi Bachir, Allah yarhamou, Rachid Zermi ou Kamal Kerboz. Donc, oui, surtout à la veille du mois de Ramadan, je crois que c'est la moindre des choses, c'est de rendre hommage à ces deux grands messieurs qui nous ont apporté tellement de joie, de bonheur, de plaisir à travers les sketchs du mois de Ramadan. C'est extraordinaire. C'est une proposition d'Aziz Choulah que vous connaissez très bien à la télévision. L'enfant de la maison. Oulid Dar, Allah Wazermani qui nous ont sollicité en tant qu'association pour projeter le film et rendre hommage à ces gens-là, rendre hommage à tous ceux qui ont... Ça sera quand exactement On n'a pas encore décidé, donc, mais c'est la semaine prochaine. En tout cas, c'est une histoire technique, de détails. C'est une question de petits détails. Voilà. Très bien. Sinon, il y a plein de programmes. Il faut c'est pas tous les jours que tu viens ici, donc on prépare. Il faut médiatiser l'association. En tout cas, l'association gère deux ciné-clubs. Quand les Zinzins du cinéma, la Cinémathèque, nous avons eu le plaisir de recevoir Hajar avec son film. Ou on a ciné Likum, Likum, on assure aussi bientôt avec Mourad Chouehi, à partir du mois de mai, Ciné Barra. On propose donc du cinéma dans les espaces publics, dans les quartiers cinéma Talhaït. Mourad Chouehi, le patron du CNCA, est partant maintenant, donc à fond. On en parlait tout à l'heure. Il a aussi l'intention il a beaucoup encouragé Hajar. عندنا du cinéma pour enfants chaque mardi في ملك حداد. Très bien. Les mardis après-midi. Où nous sommes en train de préparer avec Ali Issaoui, avec beaucoup de beau monde. عندنا la 4e édition des journées cinématographiques Ciné Sirta, cinéma et mémoire. Et cette fois, ça sera l'histoire, la mémoire du cinéma amateur. Ça doit se faire juin, juillet, si tout va bien. Non, octobre. Octobre, c'est l'idée d'un panorama, le panorama du cinéma. Parce que pourquoi j'ai dit octobre, je sais pas. Le mois d'octobre était le mois du panorama de cinéma, du cinéma à Constantine. Alors, je pense que vous avez rencontré votre public. Barah, c'était bien. Moi, j'ai senti beaucoup un échange. Elle était super contente. Extraordinaire. Vraiment, oui. Vous savez, moi, j'ai assisté à 2 débats de films, pas 3, je crois, mais les 2 les plus populaires, c'était quand Mehdaoui est venu. Oui. Avec Pierre Chollet. Pierre Chollet, oui. Saïd. Il revient, il va revenir bientôt. Il nous a promis de revenir. Il reviendra bientôt. Avec Hajar, parce que discuter directement, là, c'est bien de susciter voilà. C'est un besoin pour le réalisateur, c'est un besoin pour
Et Sinon, vous allez retenir quoi du public constantinois qui vous a hier un peu... Non, franchement, c'est à chaque fois, c'est-à-dire pour chaque débat, on s'attend à ce qu'on ait des critiques positives ou des critiques moins positives, mais on est là justement pour répondre à toutes les questions, à chaque critique, à expliquer nos choix techniques, artistiques, et donc je retiens que ça m'a fait vraiment plaisir. Oui, mais en même temps, d'être là, de présenter le intense film. Intense, oui. Ça reste, je vous dis, franchement, ça nous donne l'occasion d'en parler. Ou en plus, moi, quand je parle du film, je parle avec beaucoup de passion. de passion, et donc voilà. J'espère qu'on retrouvera la même passion dans vos prochains Inch'Allah. films. Inch'Allah. Alors, Inch'Allah. le prochain, c'est quoi? Enfin, ils sont déjà déposés au niveau de la direction de la promotion des arts, au ministère de la Culture. Et donc, j'espère, il y a toujours une commission de lecture qui doit valider et tout. J'espère qu'ils seront retenus. Et voilà, c'est peut-être, c'est pas dans le même répertoire. Ah, vous allez changer? Je vais changer avec un autre petit défi, peut-être pour moi, nouveau. Donc, pour essayer de travailler sur autre chose et voilà, pour essayer d'apporter du nouveau, Inch'Allah. Moi, je reste à dire qu'il faut toujours, chercher quelque chose de nouveau dans ces projets. Se mettre en difficulté un peu, oui, peut-être. Peut-être, oui. Mais c'est des défis à relever. Peut-être, oui, c'est des petits défis comme ça, Inch'Allah. Moyen, court, long métrage? Moyen, je pense, court. Moyen court, je reste à dire peut-être que même il si faut doubler cette expérience. Et l'expérience de Tayara Sfara, c'est des indices qui... tout est bon pour faire un long métrage. Pourquoi rester dans le court moyen? Peut-être renforcer cet avis d'y croire et de dire que je suis vraiment réalisatrice, je me permets de faire un deuxième cours. Et après, on peut vous donner les lettres de l'ordre. Voilà, pour aller correctement. Rapidement. Tayara Sfara aurait donné plus de belles choses en long métrage, notamment avec le personnage de... Pourquoi pas une On en a parlé, on en a déjà parlé, et on s'est dit que l'histoire, tout le destin de nos personnages dans Tayara Sfara n'était pas achevé. C'est-à-dire, vraiment, l'histoire pourrait continuer. Je ne voulais pas dire, mais ça reste un goût d'inachevé parce qu'on s'attend encore plus. Voilà, peut-être dans vos prochaines productions. Tout à fait. Rapidement. J'aimerais remercier donc les partenaires TANA, notamment donc la Cinémathèque, Adel Mikhalfia qui nous aide beaucoup, l'équipe de la Cinémathèque Ouidad et l'équipe, Madame Amira, la directrice de Malik Haddad, et puis nos amis du CADC et nos amis du CNCA qui nous alimentent en film et qui nous encouragent dans nos activités. Merci Donis, merci Hajer. J'espère vous retrouver pour un autre long métrage, Inch'Allah, rapidement. Inch'Allah, Ya Rabbi. Je remercie aussi le ministère de la Culture, le CADC, tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce film, mon équipe et tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup. Eh bien, merci. Bon, on se retrouve, Inch'Allah, bien sûr, très bientôt. Déjà, on se donne rendez-vous mardi prochain pour un autre Bonjour d'Algérie. Je vais remercier toute l'équipe qui m'a accompagné depuis ce matin. Nous étions en direct à partir de la station régionale de Constantine, en espérant vous retrouver mardi prochain. Je vais remercier Nabil Yagoubé et toute l'équipe technique du studio de la station régionale. Bon week-end et à mardi prochain, Inch'Allah.